je voulais évoquer justement le rôle des médias sociaux. Finalement, ces plateformes permettent d'échanger, mais pas, enfin, de tracer plus que d'échanger. Il fallait des outils d'échange. Le plus utilisé, à mon avis, c'est Twitter, devenu X, mais Discord aussi, peut-être plus pour les gens du jeu, et des gros collectionneurs, mais y compris des collectionneurs d'objets numériques 3D dans les jeux vidéo, par exemple. Il y a aussi beaucoup de collections là. On est à la croisée de beaucoup de choses. Hein. Je pense qu'on est sur un monde qui est assez passionnant. Alors, je pense que pour quelqu'un comme toi, ça doit être passionnant à étudier. Il y a probablement des livres à écrire et des rapports à faire dessus, parce qu'on est dans un monde en fait, qui est en train de... Il y a une collision en fait, entre plein de phénomènes qui se passent. On a la technologie toujours, là, qui aujourd'hui est omniprésente dans toutes nos vies, mais qui finalement, la technologie, c'est juste un moyen. Et ces moyens, ils donnent la voie à plein de choses qui se passent et plein de mouvements qui se rejoignent. Donc on a le gaming, on a effectivement tout ce qui est collectibles, donc tout ce qui est cartes Pokémon, etc. On a effectivement la collection plus classique, on a les prints, qui sont maintenant historiquement les lithographies, les sérigraphies, qui maintenant ont un format numérique et digital, donc beaucoup plus facile à échanger, à créer, etc., etc. Et donc tout ça se mélange un petit peu. Et effectivement, les principaux réceptacles qu'on a pu voir, qui sont les principaux lieux d'échange historiques et encore aujourd'hui pour parler, pour découvrir et ensuite pour promouvoir son œuvre quand on est un artiste, ou pour les collectionneurs pour éventuellement échanger en direct avec un artiste, sans passer par une galerie ou sans passer par un marchand d'art. Effectivement, c'est principalement Twitter, enfin X, ex-Twitter, et Discord, c'est peut-être plus pour les communautés, comme tu l'as dit dans le gaming, mais dans les PFP aussi, qui sont très actives et qui permettent effectivement d'échanger en continu, absolument sur tous les sujets, et qui renforcent le lien d'affection pour une collection, pour un artiste. Alors c'est cette fameuse désintermédiation qu'il faut que finalement on se retrouve, en effet, sur des médias sociaux. On verra tout à l'heure, y compris dans des lieux physiques, Artverse, on y reviendra, avec sa communauté. Ce qui a fait réagir les galeries, qui au début étaient plutôt très méfiantes, le milieu de l'art contemporain, mais qui finalement y a été doucement, sans trop savoir comment y aller. Mais ceux les plus affectés, c'est surtout les salles des ventes. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Christie's, Sotheby's et les autres y ont été. Et c'est un acte de vente à 69 millions de dollars, Every Days, de Beeple, qui a rendu visible l'art numérique qui existait depuis 60 ans, mais surtout les NFT qui n'existaient que depuis quelques années, 2021. Et là, tout à coup, tous les journaux télévisés du monde évoquent tout ça. Et là, c'est un moment très important. Comment tu l'as vécu ce moment, toi ? C'est un Big Bang, en fait. C'est simple, c'est le Big Bang. C'est la création de l'univers, en fait. Avant Beeple, avant les 5000 premiers jours, là, qui est le nom francisé de l'œuvre qu'il avait créée, qui était donc en fait une concaténation des 5000 œuvres qu'il produisait quotidiennement depuis, je ne sais plus, 2008 ou je ne sais pas quoi. Et cette œuvre énorme, entre guillemets, effectivement, est vendue pour 109,3 millions de dollars, je crois, chez Christie's, en mars 2021, avec Loïc Gouzer, qui est connu parce que c'était celui qui avait fait Altermundi avec... a priori, de notre ami Léonard de Vinci, qui était cette pièce un petit peu avec beaucoup de sujets autour, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, bref, et donc c'était lui qui était en charge de cette vente pour Christie's, et effectivement c'est une vente qui surprend tout le monde, y compris moi, en termes de montant, mais effectivement c'est un Big Bang, c'est-à-dire qu'en fait il n'y avait rien avant, il se passe cette chose-là, et après il y a plein de choses qui se passent. Et on regarde, et on se rend compte qu'il se passe des choses. Voilà. Oui, ça rend visible. Ça rend visible, et du jour au lendemain, tout arrive, les médias, les collectionneurs, les artistes, les maisons de vente, tout le monde s'y intéresse. Et puis, il y a Sotheby's, qui, en général, quand Christie's fait quelque chose, Sotheby's suit, quand c'est pas l'inverse, qui lui fait des coups, hein. On parle de coups, mais l'art contemporain adore ça, hein, aussi, les coups avec Damien Hirst, avec Banksy, etc. Sotheby's va aussi faire des coups avec Pack, Murat Pack, qui va atteindre des sommes qui, dans l'absolu, dépassent les fameux 69 millions de dollars, à la différence que c'est avec plusieurs créations. Mais pareil, ça fait du bruit aussi, et ça renforce cette espèce de chuchotement qu'il y avait, et tout à coup, tout le monde s'en rend compte. Alors après, il semblerait que les ventes soient un petit peu retombées chez Christie's comme chez Sotheby's, qui sont revenus à leur métier initial que de vendre des œuvres souvent d'histoire de l'art. Hein. Oui, tout à fait. Je pense que malheureusement, là, je crois que l'actualité nous rattrape, puisqu'il me semble qu'il y a 2 semaines à peine, Christie's a annoncé qu'ils fermaient leur division. Alors, ils ne ferment pas la division, ils ferment l'équipe. Ils arrêtent l'équipe qui est en charge de l'art digital. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas continuer à faire des ventes d'art digital sur blockchain, donc de NFT. C'est juste qu'en fait, ils vont les réintroduire au sein de la division art contemporain et moderne post-war, ce qu'ils appellent,
pour continuer à leur existence. Mais malheureusement, les équipes ne seront plus en place. Bon, c'est comme ça, et je pense qu'il y a eu effectivement un phénomène d'emballement à un moment donné, et que ce phénomène d'emballement s'est quand même bien arrêté sur les 2 dernières années, et qu'aujourd'hui, tout le monde essaie de rationaliser. Par ailleurs, le marché de l'art en général souffre depuis 2 ans. Oui. L'art digital n'est qu'une partie, et souffre aussi, mais en proportion par rapport à l'art contemporain, pas plus, pas moins, quoi. Oui, oui. Alors, en même temps, finalement, je t'ai entendu le dire face à une autre caméra, il faut quand même relativiser un petit peu. Comme on dit actuellement, les politiques, il faut remettre l'église au milieu du village. Le poids économique du marché NFT par rapport au poids du marché de l'art, c'est quand même pas non plus… Non, c'est vraiment microscopique. Je crois qu'on avait fait l'exercice avec une de mes sociétés qui s'appelle Grail Capital. On avait fait l'exercice, je crois que Deloitte, qui fait un rapport annuel sur la valeur de toutes les œuvres d'art contemporains, modernes et ce qu'on appelle objets de collection, détenus par les high net worth individuals. Donc on ne parle pas de ce qui est dans les musées, on parle de vraiment ce qui est détenu par les individus riches, fortunés. Et je crois qu'on est autour de 2 trillions, donc ça fait 2000 milliards de dollars sur leur dernier rapport, là, qui doit dater d'il y a 1 an, de l'année dernière. Pour l'art digital, on est autour d'entre 5 et 7 milliards. Donc 5 ou 7 milliards par rapport à 2000, ça donne un ordre de grandeur. C'est entre 150 et 200 fois plus petit. Donc on est vraiment tout petit. L'art digital sur blockchain, donc le NFT, le marché est vraiment microscopique pour l'instant. C'est clair. Alors, il n'empêche qu'il y a des fondations qui déjà en 2021 commençaient à être franchement visibles. Je pense sur le premier marché à Foundation, qui est assez apprécié par les artistes, qui est curaté, on en parlera tout à l'heure. Et puis il y a aussi la grande plateforme, justement celle qui était associée à la vente de Beeple, qui est OpenSea, où on trouve à peu près tout et n'importe quoi, mais en même temps qui a une puissance de frappe aujourd'hui à l'international, qu'elle a toujours. Et puis il y en a quantité d'autres, j'en ai cité 2, je pourrais en citer sans doute 10, 20, 30, Bien sûr. assez rapidement. Bien sûr. OpenSea, c'est une plateforme, alors, je sais pas, on pourrait faire un peu le parallèle avec l'émergence d'Internet dans les années, fin des années 90, début des années 2000. Pour moi, OpenSea, c'est un peu eBay. C'est un peu un grand supermarché. Ils ont un peu changé. Là. Historiquement, c'était ça. C'était une grande plateforme. Il y avait tout. On trouvait de tout. Des trucs très curated par des collectionneurs, par des curateurs, des curatrices ou des galeries, ou directement les artistes. Et des choses vraiment qui n'étaient rien du tout, qui valaient rien. Donc on est vraiment sur un grand supermarché, donc il faut être capable de naviguer. Hein. C'est un peu risqué. C'est clair. Et en même temps, OpenSea, il y a aussi beaucoup de second marché, c'est-à-dire que des créations qui émergent sur une plateforme vont après aller au second marché par les collectionneurs qui décident possiblement de la mettre en vente ou ne serait-ce que de dire je la mets, on verra ce qui se passe, puisqu'on peut mettre comme des minimum bids en enchère. D'ailleurs, il faut bien remarquer que le monde des NFT reprend des notions qui existent déjà, comme la rareté, comme l'enchère, la relation directe. Tout ça, finalement, ça existe, sauf que les NFT a assemblé ces différentes briques pour faire quelque chose de nouveau avec de l'ancien. Alors, tu viens de le dire, on peut s'y perdre. J'avoue que la première fois que j'ai été sur OpenSea, je me suis perdu. Et tu viens de le dire, tout ça, ça nécessite qu'elle soit curatée, qu'il y ait des commissaires d'expo, des curateurs. Alors, en même temps, on remarque qu'il y a des commissaires, il y a aussi des artistes qui font non pas des collections, mais disons qui présentent, qui mettent en avant des œuvres. Il y a aussi beaucoup de collectionneurs qui finalement sont suivis, qui finalement deviennent un peu les influenceurs du NFT, c'est souvent des collectionneurs. C'est vrai que quand tu vois dans l'histoire de l'art, c'est toujours la même chose. Je veux dire, j'ai souvenir de quand j'étais collectionneur de street art, j'ai une anecdote sur le street art. Banksy, que je connaissais depuis 2004-2005, il a explosé pendant l'été 2006 pour une simple raison. Il a fait une exposition à Los Angeles. Et à Los Angeles, à l'époque, il y avait Brad Pitt et Angelina Jolie qui étaient sur le point de se marier, je crois, ou qui s'étaient mariés, et qui ont acheté une œuvre de Banksy. Et à l'époque, ça avait fait énormément de bruit et c'est ce qu'il a lancé. Et c'est à ce moment-là qu'en fait le marché l'a lancé. Donc finalement, les collectionneurs qui donnent de la visibilité à un artiste, à une collection, ça a toujours existé. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est maintenant numérique et donc c'est en NFT, mais c'est la même chose. Et donc effectivement, on a des collectionneurs qui sont à la frontière entre collectionneurs et investisseurs et qui sont des influenceurs, qui sont principalement nord-américains d'ailleurs, mais voilà, anglo-saxons on va dire, et qui sont assez influents, que ce soit Cosmo de Medici, 6529 et d'autres, qui effectivement font un peu le marché. C'est-à-dire que s'ils décident de collectionner un artiste et une collection,
ils vont en parler. Comme ils ont une grosse audience sur les réseaux sociaux, notamment sur X, Twitter, mécaniquement, il y a des centaines de personnes, voire des milliers de personnes qui vont le voir. Et mécaniquement, il y a une petite partie de ces personnes qui vont collectionner, donc forcément, ça va faire monter la cote de l'artiste. D'ailleurs, c'est intéressant quand tu parles de communauté. En fait, au moment où Beeple a fait cette vente, tout le monde, beaucoup de gens dans le monde de l'art, il n'existait pas avant, ce qui n'était pas tout à fait vrai. En fait, il avait déjà une vraie carrière de motion designer, de VJ, de performeur audiovisuel. Et surtout, il avait quelque chose comme PAC qu'ils ont construit pendant des années, c'est une communauté sur X qui fait la différence. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre une œuvre, si tant est qu'elle soit si belle, visuellement, qu'elle ait du sens, sur une plateforme, il faut une communauté. C'est la communauté qui fait la différence. C'est vrai que c'est difficile à entendre pour certains artistes, mais c'est vrai que d'avoir une communauté de collectionneurs et de gens qui vous suivent et qui vous apprécient, ça a beaucoup de valeur. Ça prend du temps à se construire, ça ne se fait pas en quelques minutes. Malgré l'immédiateté qu'offre la technologie aujourd'hui, les plateformes, mais je pense que c'est un élément essentiel et je pense que les NFT ont suramplifié ce phénomène-là et vont probablement dans les années à venir aussi faire probablement changer le marché de l'art dans sa globalité pour justement que même les artistes qui ne font pas de NFT aillent vers plus de communautés et plus de choses comme ça.